Bonjour Isabelle Bensidoun. Bonjour Thibault. Vous êtes économiste au CEPI et vous co-signez la BD intitulée « La folle histoire de la mondialisation » aux éditions Les Arènes avec Sébastien Jean, directeur du CEPI, et Enzo, dessinateur de presse et journaliste à Alternative Économique. Alors, ce format BD, c'est un format tout à fait original pour plus de pédagogie, manuel qui ne dit pas son nom, pour reprendre le qualificatif d'Olivier Passé dans une chronique récente sur cet ouvrage publié dans Alternative Économique. Un format d'autant plus original que vous vous mettez en scène dans cette bande dessinée, ainsi que d'autres personnages, par exemple Mick Jagger. Alors j'ai envie de commencer l'interview en vous demandant qu'est-ce que Mick Jagger permet de comprendre à la mondialisation ? Merci Thibault pour cette première question rock'n'roll. Donc plus sérieusement, Mick Jagger intervient à la fin de la deuxième partie de la BD qui raconte comment on en est arrivé à la mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui elle a été présentée dans la première partie. Et donc on est à la fin des années 90 et alors que depuis l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, on est dans un mouvement de libéralisation qui s'est étendu à quasiment l'ensemble de la planète, l'ambition de pousser encore plus loin ce processus de mondialisation, il va subir plusieurs revers du fait de la contestation de la mondialisation qui va s'exprimer à ce moment-là. Et c'est précisément là qu'on fait intervenir Mick Jagger qui chante « You can't always get what you want ». Une manière de résumer ces différentes tentatives avortées, puisque c'est l'échec de l'AMI à l'OCDE, l'accord multilatéral sur l'investissement. C'est aussi l'échec du projet qui est porté par Michel Camdessus d'élargir les compétences du FMI au mouvement de capitaux pour en limiter les restrictions. Et c'est aussi l'échec de la conférence de Seattle, puis du cycle de Doha, qui font que l'on fonctionne toujours aujourd'hui dans ce qui avait été mis en place à la veille de la création de l'OMC. Alors, pour autant, on ne peut pas en rester là dans le processus de libéralisation. Oui, parce que la suite de « You can't always get what you want », c'est « But if you try sometime, you find you get what you need ». Et c'est ce qui va se produire, mais cette fois au niveau bilatéral, avec la multiplication des accords de libre-échange qui vont porter sur des domaines de plus en plus vastes et qui vont intégrer des dispositifs pour protéger les investisseurs étrangers, fort semblables à ceux qui étaient prévus dans l'accord multilatéral sur l'investissement. Donc en fait, ces deux phrases de ce refrain de cette chanson des Rolling Stones permettent de comprendre, ou au moins de rendre compte de ce qui s'est passé à ce moment-là en matière de libéralisation. Et ça montre aussi que pour la libéralisation, quand une porte se ferme, il suffit de passer par la fenêtre pour parvenir à ce que l'on souhaite. Alors, plus largement autour de ce projet pédagogique, pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de pédagogie sur la mondialisation ? Est-ce qu'il y a des idées reçues à combattre notamment ? Écoutez, à mon sens, le besoin de pédagogie ne se limite pas à la mondialisation, mais concerne l'ensemble des questions économiques. Bien sûr. Ceci étant dit, s'agissant de la mondialisation, c'est à l'évidence, c'est l'affaire de tous, et les Français en ont plutôt une opinion assez négative. Donc on s'est dit qu'il était utile, d'autant que Hélène de Virieu, qui est éditrice aux Arènes, la maison d'édition qui a publié cette BD, nous l'avait demandé parce que c'est à elle que revient l'idée de cette BD. Donc il nous a semblé utile de mettre sur la table les éléments dont nous avons connaissance pour illustrer que la mondialisation, ce n'est ni noir ni blanc. Et en fait, notre approche, c'était moins de combattre les idées reçues que de donner à comprendre la mondialisation. Parce que quand on comprend la mondialisation, sa réalité, ses mécanismes, son histoire, ses effets, on peut, en tout cas on l'espère, sortir des approches manichéennes du pour ou contre la mondialisation qui mènent pas bien loin. Et à partir de là, aussi, on peut réaliser que la mondialisation, c'est avant tout des décisions politiques qui vont soit l'encadrer, soit la stimuler, et en conséquence, qu'elle peut prendre des formes différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. En quelque sorte, contrairement au célèbre mot d'ordre de Margaret Thatcher, there is no alternative, si, des alternatives sont possibles. Et en plus, c'était une manière aussi
de ne pas abandonner la critique de la mondialisation et les améliorations que l'on peut apporter aux populistes et de laisser ça au repli sur soi. Dernière question, Isabelle Bensidoun. Vous définissez 2 périodes dans le livre, 2 périodes de la mondialisation. Donc la première, c'est de la vague d'immigration massive aux États-Unis au 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis la seconde période, c'est effectivement à partir des années 60 avec notamment l'avènement du porte-container qui est un élément décisif de la mondialisation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid-19, il y a une 3e phase qui s'ouvre avec ces discours sur la relocalisation, etc. Pour moi, clairement, on est entré effectivement dans une nouvelle saison de la mondialisation, parce qu'on découpe ça un peu comme un feuilleton en saisons et épisodes. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle saison. Déjà, depuis la crise financière quand même, à l'hypermondialisation qui régnait dans les années 90 et 2000, a succédé une phase que l'on qualifie de mondialisation. C'est la traduction par nos amis québécois du terme slowbalization, c'est-à-dire une période où les flux de capitaux et les flux commerciaux ont marqué le pas. Ensuite, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est quand même dans une approche de la mondialisation qui est beaucoup moins idéologique, surtout par rapport à ce que c'était il y a pas si longtemps. On reconnaît aujourd'hui que la mondialisation elle peut avoir des effets négatifs sur l'emploi et les salaires. On a pris conscience qu'elle produisait des inégalités, qu'elle favorisait l'évasion fiscale des multinationales, qu'elle alimentait les votes en faveur des partis populistes d'extrême droite et qu'il fallait sauver le climat. Donc, on devient plus pragmatique. Je trouve qu'aujourd'hui, l'ouverture n'est plus considérée comme une fin en soi. On est prêt à mettre en place un ajustement carbone aux frontières. On est prêt à se soucier davantage des salariés, tout du moins aux États-Unis, que de la compétitivité. On s'est mis d'accord sur un accord minimal de taxation des multinationales. On cherche à promouvoir la relocalisation, comme vous le disiez, en tout cas pour les produits stratégiques, et même à rechercher une autonomie stratégique pour les technologies les plus sensibles. Donc on est vraiment dans un cadre, je trouve, qui est très différent de celui qui prévalait au moment des années 90 et 2000. Donc à mon sens, on est dans une saison 3 de la mondialisation qui devrait être moins dogmatique et du coup, on devrait avoir une mondialisation plus équilibrée. Tout ce qui montre que la folle histoire de la mondialisation n'est pas terminée. Merci beaucoup Isabelle Bensidoun. Merci beaucoup.